C'est de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est hyper important. Avant d'entrer en transaction, avant de construire ton immeuble, entoure-toi des bons architectes, des bons urbanistes, des bons des évaluateurs, tous les professionnels qui t'aillent proches de toi pour mener à terme le projet. Parce que si tu commences ton projet puis que tu cherches des personnes, puis ça risque de moins bien aller. Là. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On va parler de courtage hypothécaire, de mindset, d'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des courtiers hypothécaires avec moi qui ont une grande expertise dans le commercial. Donc, Mathias Haché, Vincent Lavoie, bienvenue. Merci. Merci, Sam. Good. Aujourd'hui, le mot d'ordre, ça va être des virgules. On va voir comment est-ce que les virgules dans un dossier peut changer complètement un dossier. Et puis, comment est-ce que l'expertise d'un courtier hypothécaire dans un dossier peut vraiment, vraiment faire la différence dans ta croissance, où est-ce que tu t'en vas avec tes projets. Puis, est-ce que ton projet va fonctionner? Est-ce que tu t'en vas dans un mur? Est-ce que ça va aller plus loin? Et voilà. Fait que suivez ça, ça va être très intéressant. Good. Salut les gars, bienvenue au podcast. Salut Sam, merci de l'invitation. Yes, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc, écoute, on travaille ensemble. Chez PMML, moi je suis courtier immobilier chez PMML, vous autres vous êtes courtier hypothécaire. Oui. Et bien sûr, ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble. On a souvent l'occasion, tout dépendant des dossiers. Fait que fais juste me parler, Vincent, parle-moi un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais chez PMML. Puis... moi, j'ai rejoint l'équipe de Mathias, ça fait maintenant 4 ans presque. Okay. Donc, je suis sorti de l'université, j'ai fait un bac en finance. J'ai un peu navigué, je voulais continuer en immobilier. En fait, j'ai commencé à prendre des cours en immobilier, tout ça. Puis, je me suis vraiment intéressé à ça. Donc, j'ai décidé de poursuivre temps plein là-dedans. Donc, je trouvais que le courtage hypothécaire me rejoignait. Donc, j'ai rejoint Mathias quand il commençait un peu. Là, Vincent était un des premiers courtiers associés à joindre à PMML. En fait, c'est lui qui a ouvert un peu la strate courtier associé chez PMML. Okay. Donc, moi, ça faisait 8 mois, un an, peut-être 8 mois que je suis en business. Puis, Pat nous a introduits. Puis, ça a été un coup de foudre professionnel ensemble. Puis, le match parfait. Ouais, c'est ça. On complète sur des choses. Puis, OK, fait que la finance, tu es en finance, donc financement, courtage hypothécaire, ça va relativement bien ensemble. Là. Exact, tout à fait. C'est très, très conjoint. Là. Pour ça que je voulais moi aller en courtier immobilier, tout ça. Je me suis vraiment côté hypothécaire, côté finance. Ouais. Donc, je m'occupe beaucoup des analyses dans l'équipe, des projections, toutes ces choses-là. Là. Donc, c'est vraiment mon dada. Là. OK. Ouais. Good. Ça fait combien de temps que tu es rentré? Presque 4 ans maintenant. Ah oui, ça va vite. Oui, ça va vite. Ça va vite. C'est fou. Good. Puis toi, Mathias, c'est quoi ton élément déclencheur de devenir courtier hypothécaire? Oui, avant, j'étais courtier hypothécaire résidentiel. Je faisais des maisons, des condos. OK. Je me suis fait rendu compte des dossiers faciles. Oui, dossiers faciles. En fait, c'est pas pour dénigrer, le courtage résidentiel. Le courtage résidentiel a son lot de défis. A son lot de défis, mais évidemment, c'est un lot de défis qui est différent du commercial. Le commercial amène beaucoup plus de challenge, beaucoup plus de... Il y a une certaine longueur dans la transaction. Tandis qu'au niveau résidentiel, tu fais une transaction, 2-3 semaines, 1 mois, c'est terminé, tu serres la main et on se revoit plus. Au commercial, c'est une game ça prend... Il y a plusieurs clients qui se lancent en immobilier, qui vont en faire plusieurs, qui vont bâtir plusieurs immeubles, qui vont acheter plusieurs immeubles. Donc, c'est une game de relations beaucoup plus sur le long terme qu'au résidentiel. Puis c'est en fait le pourquoi j'ai fait le saut, la transition entre le résidentiel et le commercial. Le commercial est vraiment a son lot de défis, son résidentiel aussi, mais le commercial, ça va venir beaucoup plus au niveau... Chaque virgule peut venir compter pour un 100 000. Là. Ça peut être très rapide. Des fois, très rapide. Juste 1% sur le taux de vacances, là, ça peut changer beaucoup le format. Oui, vraiment. Oui, parce qu'on parle des millions de dollars de transactions, donc c'est ça, tasser une virgule, c'est des 100 000. Oui. C'est ça. Ouais. Sur un taux de qualification, par exemple, là, des fois, qualifier des dossiers, mettons, un 15 millions, sur un 15 millions, 1,10 sur ton taux de qualification, c'est 300 000 de financement. Oui, c'est ça. Ça va vite. Pour les gens à la maison qui nous écoutent, là, on a une audience qui est variée.
Il y a beaucoup de gens qui ont déjà l'expérience, il y a des gens qui commencent aussi. Donc, tu sais, le podcast s'adresse un peu à tout le monde, mais c'est ça, le taux de qualification. Souvent, je vous entends dire ça, taux de qualification. C'est important de faire la différence entre le taux contractuel et le taux de qualif. Ouais. Souvent, les gens disent, tiens, on va qualifier un dossier, je sais pas, moi, en ce moment. C'est quoi le taux de qualif en date d'aujourd'hui? Ça dépend. La SHL qualifie à 4,80, mais il y a des dossiers qui sortent à 4,50, 4,60, dépendamment ce qu'on a structuré le dossier correctement. On a-tu fixé des taux? Il y a un paquet de virgules qui vient jouer. Puis c'est pour ça l'enjeu de dire qu'il y a des technicalités qui sont beaucoup plus poussées en termes de financement versus le résidentiel. T'sais. Fait que c'est la différence, effectivement. Oui, 100%. Puis des changements, des fois, ce qui est difficile dans le commercial, c'est qu'on va commencer une transaction dans un certain marché, puis 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, surtout en ce moment, c'est complètement différent. Là, c'est la macroéconomie, les taux, des fois même les règles, donc de la SCHL, les banques peuvent changer les règles en cours de route. Donc, des fois, tu alignes ton dossier d'une certaine façon, puis là, ça vient changer en cours de route. Donc, il faut que tout le temps que tu redresses les dossiers. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement avec les clients qui sont à faire. Il faut se tenir vraiment, vraiment à jour là, surtout, là. Exact. C'est bon que tu dis de l'accompagnement. Puis je pense que c'est quand même une de vos forces, les gars. Vous avez beaucoup de clients on parlait de repeat business, des gens qui reviennent, des gens qui continuent à faire des acquisitions, qui grandissent, puis vous grandissez avec eux, puis vous les supportez là-dedans pour justement croître leur parc immobilier. Ça, c'est quelque chose que vous faites. C'est la plus belle chose dans le commercial, je trouve. Moi, c'est ce qui me trille le plus, c'est de voir un client qui commence avec un 24 puis qui finit avec 500 portes. Là. Ah, c'est fou. Hein. C'est vraiment... Absolument. J'ai un client récemment, j'ai commencé avec lui, c'était son premier immeuble, très fébrile. J'ai fait beaucoup d'éducation avec lui, je l'ai accompagné. Puis là, on est encore en train d'acheter un autre immeuble. Je pense que c'est son 6e immeuble avec moi. Ouais. C'est vraiment le fun. Ouais, vraiment. T'apprends à connaître les gens, t'apprends à connaître comment ils travaillent, qu'est-ce qu'il veut avoir vraiment. T'as des gens qui sont très émotifs, qui vont avoir besoin d'un petit coup de pouce là-dessus. Il y en a d'autres qui sont très analytiques, qui vont avoir besoin de virer toutes les solutions à l'envers. Oui. Fait que c'est d'apprendre à travailler avec le type de clientèle. Puis c'est vraiment ça qui est le fun dans le commercial, c'est qu'on voit un paquet de dossiers différents, on voit un paquet de personnalités différentes. Et je pense que de s'ajuster aux personnalités des gens fait si tu es un bon courtier ou non. Un courtier hypothécaire, là, tu vas apprendre le métier sur le tas. OK? Souvent, les gens m'appellent ou ils m'écrivent « Match, courtier hypothécaire résidentiel, j'aimerais ça faire le saut dans le commercial. Y a-tu des formations? » Tout ça. Ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend par le nombre de dossiers que tu fais, pas le nombre d'années que tu es là dans le métier. Parce que le nombre d'années, ça peut devenir désuet. Si tu fais 2 transactions par année, puis que ça fait 30 ans que tu es courtier, tu n'es pas un courtier aussi aguerri que quelqu'un qui fait 150 transactions dans le marché aujourd'hui. Puis le point étant, c'est qu'à force de faire des transactions, tu apprends des nouvelles stratégies. Et c'est pas vrai qu'une banque en date d'aujourd'hui va être la meilleure dans 6 mois. Donc, il faut que tu t'adaptes très rapidement dans un marché qui est changeant, puis amener ton client à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ouais, c'est bon ce que tu dis parce que j'ai souvent des clients, ils me disent, même en tant que résidentiel, parce que je les conseille au niveau financement, tu sais, c'est ma force aussi, en tant que courtier immobilier multilogement. Puis ils me disent tout le temps, c'est quoi ton taux, tu sais? Ça, tu dois souvent l'entendre. C'est quoi ton taux? Je sais quasiment pas quoi répondre à ça, dans le sens, mon Dieu, c'est tellement vague comme question. Le taux, ça dépend. Combien de millions? Ouais, aussi. Combien de millions? Puis ça change beaucoup d'une journée à l'autre. Là. Surtout en ce moment, des fois, on a des variations de 0,10. Récemment, on a eu des variations, ça a baissé de 0,30 à un moment donné les taux. Ça peut varier beaucoup de journées. Donc, des fois, on demande, quand on présente des offres aux clients, on va souvent chercher plusieurs offres. Mais des fois, le directeur de compte, ils ne nous répondent pas tout en même temps là, de leurs offres. Fait que ça peut changer même avec ça. Donc, c'est important de regarder beaucoup les spreads sur le taux plus que le taux en tant que tel. Exact. Le profit du prêteur et non pas ton taux all-in. Oui, et puis moi, je trouve que c'est votre force à vous autres parce que c'est votre job, justement, de connaître tous les prêteurs dans le marché, de connaître leurs subtilités, leurs forces, leurs faiblesses. Puis c'est quoi leur stratégie aussi des investisseurs? Si tu veux refinancer dans 2 ans, tu ne vas pas avec un virtuel sur 5 ans ou des choses comme ça. Il faut que tu t'adaptes beaucoup aux stratégies, à l'optimisation, ces choses-là. Donc, il faut beaucoup les accompagner sur le long terme, là, vraiment. Là. C'est quoi leur objectif? C'est quoi les stratégies? C'est quoi... Moi, j'ai souvent dit à mes clients, le taux, c'est à la fin. C'est la dernière chose qu'on regarde. Je te le dis, il y a tellement de choses qui peuvent varier dans ton financement et dans ton projet. Le taux, c'est... Si tu bases que ton analyse sur le taux, il y a une place que tu vas te planter, puis c'est là que ça peut coûter très cher. C'est comme en ce moment, il y a des prêteurs qui nous permettent de fixer des taux d'avance. Donc, les dernières années, on a beaucoup fixé des taux d'avance parce qu'on voyait que les taux étaient à la hausse. Donc, en ce moment, on débourse encore des dossiers qui sont en bas de 4 %. Récemment, on a déboursé en bas de 3 parce qu'on avait fixé 1 an d'avance. Donc, ça, pour les clients, même s'il est 0,20 plus cher,
au jour 1, à la fin de ta transaction, ça se peut qu'il soit vraiment moins cher que les autres. Tandis qu'il y en a d'autres qui disaient, OK, ben, c'était moins cher là, mais tu fixes ton taux à la fin de ta transaction dans 8 mois. Mais dans 8 mois, c'est complètement différent. Ton proforma, tes taux, tout est différent. 8 mois, il s'en passe. Exact. Surtout avec les délais actuels. Débourser des dossiers en dessous de 4% présentement. C'est le circuit. Il n'y en a plus, là, des taux en bas de 4% là, aujourd'hui. Le CMB est plus haut que ça. Oui, c'est ça. Okay. Et puis, il est très volatile, le CMB. On en parle souvent. C'est sûr que c'est un sujet qui revient beaucoup sur le... On entend souvent parler, mais l'objectif, c'est d'expliquer aux gens que le marché du commercial est tellement piqué que si tu fais 2 transactions par année ou tu en fais 150, même si ça fait 2 ans ou 10 ans que tu es courtier, tu es un meilleur courtier après 2 ans qu'après 10 ans. C'est ça, parce que tu as fait 150. Parce que, puis je dis le chiffre 150, mais parce que tu restes dans l'action. À jour. Ouais, ça change tellement. T'es désuet, là. T'es désuet si tu fais pas de transactions au day-to-day, si tu parles pas à un souscripteur à toutes les semaines, si tu parles pas à des banquiers à toutes les semaines, si tu négocies pas des taux à toutes les semaines, tout ça, des ingénieurs en efficacité énergétique, en accessibilité, les architectes, il faut que tu restes à jour. Parce que si tu restes pas à jour, là, le client t'approche, il te donne un mandat, puis là, tu lui dis, ouais, ça, telle affaire, mais ça fait, mettons, 3-4 mois, t'es déjà désuet. Wow, fait que dans le fond, quelqu'un qui cherche un financement ou un courtier, un financement, souvent ils vont chercher un financement avant d'aller chercher un courtier hypothécaire. Là. Mais justement, par la force des choses, ils vont se ramasser avec un courtier hypothécaire. Donc, le due deal, ça serait de savoir est-ce que ce courtier hypothécaire-là, il est dans le marché. Ou le banquier. Okay. Ou le banquier. Ou n'importe qui s'occupe de ton financement, que ce soit quelqu'un à l'interne, que ce soit un banquier, que ce soit un courtier hypothécaire, peu importe. L'important, c'est qu'il soit dans le marché, qu'il connaisse sa game. L'APH Select, le prêt conventionnel pour le bridge de construction, du prêt privé pour la construction. Du prêt alternatif. Prêt alternatif. On les aime. En ce moment, on les aime beaucoup. On les aime, exact. Ça, c'est sûr. C'est ça qui nous... Moi, du moins, j'ai pour vrai, je ne sais pas en pourcentage, mais je pense que j'ai un bon 80% de mes transactions qui sont comme ça. On parle bien sûr des projets à repositionner. Là. Exact. C'est dans le neuf. Pour de l'achat, c'est l'idéal. Le prêt alternatif, c'est un peu le nouveau conventionnel. Là. C'est vraiment ça. Hein? Exact. Tu es encore capable de la 75%. Donc, le conventionnel, en ce moment, avec les taux, ça ne sort pas du tout. Là. Si tu qualifies un dossier sur 1 an ou 2, présentement, les taux sont presque à 7% conventionnels. Donc, c'est sûr que ça ne marchera pas, ton financement. Ce qui arrive, c'est que le prêteur alternatif va prendre ta porte de sortie. Donc, va calculer un amortissement sur 40 ans, 5% de taux, en APH Select, avec tel ratio de couverture de dette. Il va dire, OK, la porte de sortie fait du sens pour mon dossier. Je suis prêt à m'étirer. Jour 1. Ce que le conventionnel ne fait pas. Le conventionnel, lui, va dire jour 1, je dois qualifier à X montant de taux, je dois amortir sur 25, fait que ça va venir couper énormément de prêts. Le conventionnel, il ne regarde pas le futur, il regarde aujourd'hui complètement. Alors que le prêteur, il fait ce bout de chemin-là. Exact. Il va le regarder en date d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi, quand même, mais il va surtout se baser sur le futur, sur ta porte de sortie. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que l'actif est bon? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton expérience? Tes liquidités. Souvent, ils vont prendre des réserves d'intérêt aussi d'avance. Donc, souvent, ils vont 3 mois ou 6 mois. Ils vont comme un peu se payer d'avance. Donc, pour le dos du cash flow, c'est bon pour l'investisseur. C'est qu'il va, par exemple, qu'il y a un immeuble à repositionner, qui n'a pas beaucoup de cash flow. Donc, oui, c'est un peu plus cher, l'alternatif, mais tu sauves tellement sur ta mise de fonds, c'est tellement plus flexible qu'en ce moment, c'est vraiment un bon produit. Là. Moi, je trouve ça moins cher, là, dans le sens, le coût d'opportunité. Oui, tu sais, souvent, les gens, c'est quoi le taux? Encore là, ça revient. Je dis, c'est Prime plus 3. Je dis souvent ça. Mais je dis, non, règle de pot, je vais dire, c'est au moins 10%. Mais un privé, c'est quoi? C'est rendu à 17 quasiment? Oui, dépendamment des privés. Il y a des privés qui sont quand même encore assez agressifs. Des frais de dossier de 3, 2, taux entre 12 et 15. Encore. C'est qu'avec la hausse des taux, l'écart des prêteurs alternatifs puis des privés est moins grand avec le conventionnel. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça incite les gens à dire je me tourne vers cette option-là que j'avais jamais considérée à ce moment-là, mais que maintenant, elle est rendue quand même intéressante. Oui, c'est clair. J'ai des clients qui le découvrent, l'alternative, puis maintenant, ils veulent quasiment tout financer en ça. Je sais, moi... c'est comme un déclic. C'est pas qu'il n'est pas connu des gens. C'est cyclique. C'est peu connu, hein? C'est cyclique parce que il va arriver un moment donné où les taux vont commencer à redescendre, nos stratégies vont changer. Est-ce que ça va être des stratégies de fixer les taux à ce moment-là? Pas du tout, parce que les taux, on le sait qu'ils vont commencer à descendre. Donc, on va se diriger plus vers des prêteurs où on fixe à la fin puis qui ont des meilleurs pricing. Tu comprends? C'est, quand on parle de stratégie puis de connaître sa game, c'est exactement ça qu'on veut dire par rapport à où on va aligner notre client
selon la conjoncture de marché actuelle. Tu sais. Ouais, C'est tout à ça. fait. D'où votre avantage de partir du début avec un client pour bien le starter, pour Exact. que son projet final il fonctionne, tu sais, que Exact. ça soit fluide. Exact. Tu sais, vous avez une belle force là-dedans. Là. Souvent, je vois des gens qui se sont lancés dans des projets sans trop bien se faire conseiller par un bon courtier hypothécaire. Là. C'est beaucoup le avant qui est important. Tu sais, la Ben préparation du dossier, comment tu enlignes le dossier, c'est vraiment hyper important présentement. Là, tu sais, la stratégie de départ. Si elle n'est pas bonne au départ, ça va être difficile. Là. Tu sais, Vince, Ouais. on a eu la chance de voir des choses dans le marché Ouais. qui... moi, je pourrais dire ça de belle façon. On a eu la chance de travailler des dossiers très, très gros Ouais. qui nous ont permis de voir des erreurs que les gens ont fait. OK. Puis on a compris beaucoup de choses à travers ces dossiers-là dans les années passées. Puis là, on sait si quelqu'un va se planter ou non en voyant juste son portefeuille, OK. en voyant un peu comment il s'enligne dans son projet. On a eu des clients qui nous ont envoyé des pro-forma, qui nous ont fait analyser des choses, puis qu'on a dit, écoute, on l'a appelé, on dit, là, tu t'en vas dans le mur. Là. Je fais pas ça, là, tu sais. Ouais. Fais ça de telle façon, voici comment le faire, voici ça, voici. Aussi concret que hier, je parlais à un client qui a appelé sa banque, qui a fait une construction d'un 8 logements. OK. Sa banque qui a dit, on va le stabiliser 1 an, puis on va le présenter en APH Select par la suite. OK. Mais c'est un immeuble construction neuve, puis le client, il veut le passer en efficacité énergétique, il était déjà nouveau climat, puis il scorait déjà ses points. OK. Mais si on laisse ça 1 an durant le processus, ton immeuble devient stabilisé. Donc, si ton Ouais. immeuble devient stabilisé, ton APH Select est devenu existant et non pas efficacité énergétique de construction. Tu comprends? Et là, si t'as- Ça, c'est une virgule. Exact. Ah, c'est toute Et une si virgule. tu, si là. tu l'as déjà bâti de Grosse façon virgule. très efficace, en existant, ça ne passera jamais. Tu ne bon. pourras jamais l'améliorer Ben à non. un point d'aller Exact. battre le. Exact. Ça, c'est OK. c'est concret parce que c'est passé hier, mais je peux t'en sortir plein des histoires comme ça, là, tu sais. Donc, la stratégie, là, dans ce cas-ci, c'est d'y aller tout de suite en APH. C'est sûr. En Ça, compte- ça exact. dépend de la stratégie, mais oui. Fait que si le client, à la base, c'est ce qu'il voulait. Et puis combien de fois, tu sais, des fois, des dossiers de construction qu'on lançait, puis t'as des banques qui disaient, ben, on va attendre que ta construction soit finie pour le lancer CHL. Tu sais, ça, c'est ton terreur. Tu peux le lancer CHL. Tu n'as pas besoin qu'il même soit terminé de construire pour le lancer. Au contraire, il faut que tu aies ton certificat quand il finit de construire pour pouvoir débourser rapidement, pour rester sur ton bridge, tu sais, des mois et des mois, là, tu sais. Aïe, aïe, OK. Puis, mais qui conseille? C'est les Il y en institutions a- directes? Ben, Il y en a il y en a- plusieurs acteurs de On lancera, Ok, ok. pas de pierre et tout Non, ça, non, mais non, je sais. dans le marché actuel, c'est ça. Puis c'est pas méchamment, c'est par manque d'expérience. Ouais, exact, Par c'est ça. manque de transactions, tout simplement. D'où Tout le fait de rester, d'en faire beaucoup de Rester transactions. dans le game, exact. Parce que tu peux pas conseiller un de tes clients à faire quelque chose si tu l'as pas fait il y a 6 mois ou 5 mois, tu sais. Tu l'as pas fait depuis 5 mois ou 6 mois, tu sais. C'est ça. Justement, parlant de conseiller son client si tu n'as pas fait quelque chose, moi, j'ai commencé comme courtier immobilier dans le multilogement. J'avais pas d'immeuble. J'avais un grand intérêt puis je m'intéressais beaucoup à l'investissement. Mais il y avait une corde à mon arc que j'avais besoin d'avoir, puis c'était l'expérience de terrain. Ouais. Tout à fait. De vraiment bien comprendre ce que les investisseurs vivent dans le marché. Puis là, je pense que vous êtes en train de le faire. Ouais. Actuellement, vous avez acquis quelques immeubles ou vous êtes en train de construire. Parlez-moi un peu de ce que vous faites actuellement comme investisseur. On est en processus. Ben, en fait, on fait un projet présentement. On a acheté un terrain avec des partenaires. OK. Donc, on construit 3 fois 24 logements à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, dans la ville à Mathias. OK. Très bien situé au cœur de la ville. Donc, ça, c'est un projet qu'on lance là, le premier. Donc, on va faire un 24 par année pendant à peu près 3 ans. Là, on lance prochainement là, la construction, on a les permis, tout est fait. Wow. On est présentement aussi en achat d'un terrain pour un 32 logements. On va finaliser les plans. Fait qu'on fait notre demande de permis d'ici la fin du mois à peu près. Puis on a quelques autres projets qui s'en viennent, là, des terrains qu'on regarde, des choses comme ça. Là. Donc, on essaie de faire un projet comme ça par année à peu près pour Tu sais, Exact. Vous ce gardez qui est- occupé. Exact. Ce qui garde occupé, mais ce qui est important aussi, c'est que, ben, tu sais, Vince, toi, t'as acheté un immeuble existant. Moi, j'ai une quarantaine de portes existantes aussi. OK. Fait que j'avais déjà passé à l'action avant de commencer la construction neuve. Mais là, on faisait des calculs pour nos clients. Puis là, on regardait ça, puis on disait, OK, moi, je ferais ça de même, je ferais ça de même. OK, comme ça marche. Ça fait du sens, ça fait plus de sens. Là, on arrivait avec des clés en main. On présentait les dossiers à CHL, les clients passaient des coups de circuit. Puis là, on s'en regarde, moi, puis on se dit, Ben là, pourquoi qu'on le fait pas, nous? ouais, un coup d'une poche. Exact. Puis, tu sais, des fois, on voit des constructeurs venir avec des projets tu sais, de 400-500 portes, tu sais, puis là, tu sais, ils savent, mais tu sais, des fois, ils s'en vont dans le mur, là, tu sais, puis là, on les redresse, on est comme, OK, ben, on ferait ça de même, on pêche des idées, puis on s'est dit, pourquoi qu'on le fait pas, nous autres aussi, tu sais. Ouais. Donc, Ben, tu sais, c'est tranquillement, ça. pas vite, ouais.
Et ouais, souvent, j'allais dire les cordonniers mal chaussés, parce qu'on le fait, on le fait pour les autres, mais on le fait pas pour nous. Mais là, tu sais, vous le faites pour les autres tout le temps. Donc, pourquoi ne pas mettre ça à votre profit, à vous autres aussi? Là? Exact. Puis, le courtage reste notre main core. Absolument. Mais ça reste un projet à peu près par année qu'on veut faire jusqu'à notre retraite éventuellement. Là. Absolument. Ouais, j'ai le même thinking aussi. J'ai acheté un immeuble l'année passée. On est en train de refinancer. On va sortir des belles liquidités. Puis là, j'ai déjà une offre d'achat sur un autre projet. Donc, un par année. En fait, je pense que c'est important de rester dans le game, peu importe le moment. Il n'y a pas de bon moment pour commencer l'immobilier. Je pense que l'important, c'est de commencer. C'est ça. Mais, ça, c'est bon, mes oreilles. Mais c'est vrai, parce que il y a tellement de gens, Sam, qui disaient à la COVID, je vais attendre ça plante. Hey, ça a-tu pris de la valeur pendant le temps de la COVID? C'est fou, tu sais, parce que quand les taux étaient très, très bas, tu sais, ça allait en surenchère. Des fois, j'ai des clients, ils m'appelaient, ils disaient OK, il y a 24 offres d'achat. Tu sais. 24 offres d'achat. Puis là, c'était arrivé hier, l'immeuble sur le marché. Tu sais. Puis là, le 24e qui fait ton offre d'achat, tu sais, t'as besoin de miser haut. Tu sais. C'est pas. Oui, les taux étaient bas, tu mettais pas tant de mise de fonds, mais tu avais 24 compétiteurs. En ce moment, tu es beaucoup tout seul avec le vendeur, mais il faut que tu mettes des plus grosses mises de fonds. Il faut que tu sois un peu plus. Donc, il n'y a jamais de moment idéal, il n'y a jamais de mauvais moment, jamais de bon moment. Je pense qu'il faut y aller. Tu sais, l'action que tu vas prendre aujourd'hui va être concrétisée dans 3, 4, 5, 6 mois. Dépendamment où tu vas en termes de financement. On parle de prêt alternatif. Bon, un prêt alternatif peut prendre entre 4 et 8 semaines, dépendamment à qui le fait. Mais l'action que tu prends aujourd'hui n'est pas concrètement dans l'action aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, estimer, est-ce que, puis là, on est en septembre 2023, estimer dans 6 mois qu'est-ce qui va se passer. Exact. Je sais pas, t'as-tu une boule de cristal, toi, Sam? Moi, je l'ai pas. Non, c'est ça, exact. Mais pour vrai, on devrait être des liseuses de bonne aventure. Ouais. Parce que tout le monde nous demande toujours l'avenir, mais en même temps, c'est parce que c'est normal qu'ils se tournent vers nous parce qu'on est dans le marché. Ouais, donc, on a une idée quand même d'où ce que ça s'en va. Puis, Mais Sam, j'ai fait un TikTok là-dessus. OK? J'ai passé dans un podcast, justement. Il me pose la question, qu'est-ce que tu penses des taux, tout ça. Puis moi, j'ai toujours gardé un peu le même positionnement. Je pense que T2 2024, on va sentir probablement une légère baisse. C'est sûr. Puis, je dis, au début de mon TikTok, je dis, écoute, je suis pas économiste, je vous donne mon opinion. Là, je dis mon opinion. Puis à la fin du TikTok, je dis, mais je suis pas économiste, puis je dis mon opinion. Il a coupé les deux bouts. Il a juste mis mon opinion. J'ai eu 50 000 vues sur le TikTok. Je me suis fait... Il y a beaucoup de positifs, mais je me suis fait bâcher quand même un peu. Là, je suis comme, oh, boy, OK. Ça a levé, c'est la journée parce que le monde y pensait que tu prenais position en tant qu'économiste. Exact. Mais... Là, il était comme, t'es pas un économiste. Je le sais, je le dis out loud. Je suis un courtier hypothécaire. Tu peux m'ostiner sur la PHLEC, je vais tenir mon bout. Tu peux m'ostiner sur le financement commercial, je vais tenir mon bout. Et en tant qu'économiste, tu peux pas prononcer puis d'avoir la raison. Moi, je donne mon opinion et c'est tout, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui donnent leur opinion présentement. Ouais. Puis... Mais même les économistes, il y en a beaucoup qui se sont trompés aussi là, sur où ça s'en allait, tu sais. Donc, même les économistes, c'est pas parfait. En ce moment, c'est un moment qui est tellement incertain. Personne ne sait trop où ça s'en va avec ça. Là. Ouais. Ben, justement, j'ai fait une autre entrevue avec Phil Foisy. Philippe Foisy de Béatimo. Et puis, lui, c'est un actuaire de formation. Il est très au fait de... Oui, tout à fait. Et puis, il y avait une bonne... en tout cas, j'invite les gens à aller l'écouter, l'épisode. Là, il y avait une bonne idée de où ce que ça s'en va. Puis, pourquoi qu'il y a une conjoncture en ce moment. Tout à fait. Il a bien expliqué ça. C'est fort, son affaire. Chacun a son opinion. Puis, je pense qu'on est un petit peu biaisé par tout ce qu'on entend autour de nous. Ben oui. Maintenant, est-ce que c'est le temps de s'asseoir et de dire on va attendre que ça passe ou... Je pense que rester dans l'action, c'est la chose. Tu sais, on est en train de faire un projet de construction. Excuse-moi, Vince, vas-y. Et ceux qui vont acheter, mettons, des immeubles ou qui vont être en transaction pendant que les taux vont baisser, vont faire des coups de circuit. C'est juste qu'on ne sait pas exactement quand ils vont baisser. Mais ceux qui vont être dans l'action, c'est ceux qui vont faire un coup de circuit. Même en construction, présentement, c'est là que j'allais. Même chose. Nos coûts de construction, nous, sont très bons là, présentement. Au moment où on se parle, on a vraiment des coûts de construction qui font du sens. On a maximisé notre financement. Donc, en mettant en place des stratégies de payer le terrain le juste prix, pas le payer en surenchère. Oui, ça, c'est important. Là. D'avoir un coût de construction qui fait du sens parce que la disponibilité de main-d'œuvre est très bonne. Là, on parle de septembre 2023, je tiens à le mentionner. Là. Et un taux d'intérêt qui est élevé, effectivement, je suis d'accord, mais qu'on est capable de venir moduler certaines stratégies pour venir financer quand même bien un projet. Tout ça mélangé ensemble, c'est une réussite. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je dis aux gens, c'est ça, si tu achètes maintenant puis tu es capable de supporter ton projet, c'est ça, les mecs,
taux redescendent, là, tu vas avoir une prise de valeur. Ça n'a pas besoin de baisser beaucoup. Là. Non, c'est ça, on l'a vu, si une les, taux virgule, reviennent, si les taux reviennent autour de 4 un petit peu en bas de 4 le marché, ça va fonctionner. Tous les projets vont fonctionner. En ce moment, on est c'est un petit peu la limite haute, là, où les projets commencent à pas fonctionner ou ça commence à être plus difficile. Donc, il y a beaucoup de monde qui met un peu sur le sideline présentement. Mais dès que ça va repartir, ça va redescendre, ça va repartir à la planche, c'est sûr. Surtout avec la PH Select. On a vu beaucoup de sidelines sur les dossiers de construction béton aussi. C'est ça, j'allais vous demander. Est-ce que vous voyez en ce moment des gens qui se mettent sur pause là, sur des projets en particulier? Il y a des types de construction qui sont très malléables, qu'on est capable d'avoir des bons coûts de construction, des bons financements quand c'est mis en place correctement. Avant, dans les dossiers de construction béton, le TGA venait de nous aider parce que, mettons, on avait un TGA qui était beaucoup plus bas sur des immeubles en béton parce que la qualité de l'immeuble était super bonne. Ben oui. Donc, les gens s'attendaient à un rendement moindre parce qu'ils savent que la durée de vie de l'immeuble était vraiment bon. Mais on était bloqué par les TGA dans le passé quand les taux étaient vraiment, vraiment bas. Donc, on était capable de financer un peu plus avec ces immeubles-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est bloqué par un ratio de couverture de dette. Donc, même si tu construis un immeuble en béton qui va coûter beaucoup plus cher qu'un immeuble briques et bois, ben, tu ne peux pas aller chercher plus de financement parce que tu as un meilleur TGA qu'un immeuble briques et bois. Non, c'est sûr. Puis les normalisations ont augmenté aussi. Oui, exact. Ça l'aide pas. Ouais. Ça l'aide pas. Mais tu sais, les normalisations, on s'en attendait. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas augmenté. Puis c'est normal. Là. C'est pas... Ça augmente à peu près tous les 2 ans, souvent, ça augmente. Ouais. OK. Bon. Il faudrait que les loyers suivent aussi. Alors, ça, c'est un autre bon point. Exact. Oui, ça, les loyers. Ben, les loyers ont quand même jumpé. Là. Ça a quand même augmenté beaucoup. Mais tu sais, on le voit là, avec des constructeurs. Parce qu'en ce moment, le piège que beaucoup font, c'est que vu que les taux ont monté, ils disent on va louer plus cher. L'année prochaine, ça va être plus cher. Puis ça va être plus cher. Puis là, on voit qu'on commence à avoir des projets qui ont plus de difficultés à se louer. Ce qu'on ne voyait pas il y a 1 an ou il y a 2 ans. J'imagine qu'on tombe dans la braquette du 2000 $ et plus, là, mettons. Je ne sais pas, vous autres, vous êtes plus dans le coin de Québec. Là. Ceux qui ne savent pas, vous êtes des gars de Québec. On finance partout dans la province. Là. La plupart de nos projets sont même à Montréal, dans le Grand Montréal. Mais... 80% de nos projets sont à Montréal. OK, dans ma tête, je parlais plus de vos projets. Nos projets. En tout cas. Ouais. Mais on voit comme ça commence à avoir c'est un petit peu moins bon au niveau de l'absorption présentement. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a une pénurie de logements. Il y a une pénurie de logements abordables. Donc, beaucoup de disponibilité au niveau 800, 1000, 1200. C'est sûr. Ça, il y en a énormément. Ça, moi, j'ai des immeubles multirésidentiels usagés où je loue très, très, très rapidement. Même des immeubles que j'ai rénovés qui se louent aussi très bien. Maintenant, du haut de gamme, on voit une absorption qui est plus difficile. Ouais, c'est ça. Une absorption qui est plus difficile. Par contre, je pense que le fait que l'ascension à la propriété est rendue tellement difficile. Je sais pas, le marché va tellement vite présentement que c'est dur de se positionner sur une. On dit les TGA ont augmenté, mais t'as peu. Est-ce que c'est transitoire? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Ouais. On peut pas vraiment se prononcer sur ça. C'est la même chose au niveau de l'absorption des logements neufs présentement. Le marché va beaucoup plus vite que ce qu'il devrait aller. Et là, c'est là qu'on peut pas vraiment se fier où ça s'enligne. T'sais. Ben, ça va aussi avec la demande. Là, il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour du logement. Puis là, si ça s'en construit pas plus, il va y avoir un petit problème à quelque part. Là. Ouais. Surtout en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de constructeurs qu'on le voit qui sont sur les sidelines où habituellement ils partaient 4 projets, maintenant ils en partent 2. Ou on le voit, c'est un petit peu plus mollo. Là. Beaucoup moins de mise en chantier, effectivement. Par contre, je fais l'avocat du diable. Ouais, la journée où si les taux vont redescendre, qu'est-ce qui va se passer, Vince? Ça va repartir. Il y en a beaucoup qui développent leur terrain présentement. Ils disent OK, on ne construit pas, on va développer notre terrain. Ils changent les zonages, choses comme ça. Donc, quand les taux vont redescendre, les coûts de construction vont fonctionner, ça va repartir. Donc, qu'est-ce qui va repartir? Les coûts de construction vont repartir à la hausse. Les délais à l'ICHL vont repartir à la hausse. D'où le pourquoi d'acheter maintenant. D'où le pourquoi de ne pas arrêter. Exact. Ben, c'est ça. De travailler des dossiers qui font plus de sens. Donc, tu as plusieurs lands, tu as plusieurs terrains présentement. T'en travailles une coupe, t'en as un que tu sais que tu peux faire un 24 briques et bois, bien standard, le fun, c'est un petit pain chaud qu'on appelle, pars-le, celui-là. Peut-être que ton 60 en béton, il fait pas de sens avec ton stationnement sur terrain et ta terrasse sur le toit. Ben, peut-être que lui, effectivement, tu devrais attendre parce que si tu te plantes d'une virgule, ça va vraiment coûter cher. C'est aussi une gestion de risque à faire. Jusqu'à où tu es capable d'absorber la hausse, il faut que tu fasses des forecasts. Il faut que tu prévois quand même des hausses. Est-ce que tu es capable d'absorber une hausse d'0,5% sur ton projet? Es-tu capable de le faire? Es-tu capable de le mener à terme? C'est important. Donc, il y a beaucoup de ça aussi qu'il faut regarder. Là. Y a-tu beaucoup de gens qui avaient forecasté à 5%? Là? Personne. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu ça qui est arrivé aussi. Hein? Ouais. Personne avait 5%, et puis là, on est rendu, parce que plus haut que ça, là, dans différents dossiers. Là, mais
Dans les dossiers de construction, on se maintient à 4,80, mettons, dans OK. les taux de qualification Ouais. SCHL. On peut aller en dessous, mais règle générale, présentement, c'est 4,80. Et moi, je connais pas de constructeur qui, il y a 2 ans, avait forecasté leur projet à 4,80. Ben non. Les gros joueurs l'avaient probablement peut-être un peu prédit parce que c'était prévisible, hein, l'inflation, l'imprimer de l'argent, les taux bas longtemps, on savait que ça allait monter. On savait pas que ça allait monter à cette vitesse-là, puis aussi haut que ça. On s'est mis les taux à 1,5%, là, 1,25 des fois. Tu sais. C'est des 10 ans en bas de 2%, là, Ouais. les coups de circuit. On a là. fixé des 10 ans, 1,70, 1,60. Voyez-vous, parlant de taux de bas, moi, je vois dans mes dossiers, il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, ils se mettent en vente, puis on a des belles hypothèques à assumer. Ouais. Ça, c'est le fun, ça. Oui, tout à fait. Ça peut être une très Tu bonne option. consignes les 10 ans, là, aussi, là? Vraiment. Ça peut être une très bonne option. Ouais. Ouais. L'assumation, on en fait quelques-uns présentement. C'est sûr que l'apport en mise de fonds, des fois, est un petit peu plus grande. Oui, Mais c'est ça. quand on regarde un immeuble que tu peux assumer puis qui te reste 2-3 ans avec un prêteur, que tu as un taux en dessous de 3%, 2,5%, tu peux passer la vague, tu peux optimiser. Ah, ben là, c'est intéressant, là. On Exactement. a une belle opportunité avec ça. C'est ça. Fait que tu as plus de cash flow. Oui, tu as injecté plus d'argent, mais là, ça te laisse le temps d'aller finir ton optimisation, puis au refine. Exact. C'est pas de l'argent perdu, cela. Là. Exact. C'est Non. sûr, ça joue un peu sur ton rendement. Si tu fais le calcul au niveau de ton taux d'intérêt, ben, au final, il faudrait faire le calcul, mais ça s'équivaut. Ouais. Oui, c'est ça. Exact. Votre équipe, elle a grandi. Vous êtes rendu combien dans votre équipe? On est rendu 7, bientôt 7, 8 ah ouais. La semaine prochaine. Donc, Lundi, en fait. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai engagé. On a 2 adjointes. OK. On a un analyste temps plein. Un analyste pour ceux qui c'est ce que ça fait dans la vie, un analyste. Un analyste, c'est. Ben, vas-y, Vince. en fait, un analyste, il monte nos dossiers de financement. Donc, OK. on a 2 adjoints, dans le fond, qui ramassent la documentation des clients. Donc, c'est beaucoup de documentation commerciale. Là. Donc, on a 2 personnes temps plein qui s'occupent juste de ramasser les documents des clients. OK. Une fois que le dossier est complet, il l'envoie à l'analyste pour qu'il monte le dossier, dans le fond, qu'il présente le, On appelle ça monter la brochure, exact, j'imagine. monter la brochure de Ouais. financement qu'on va envoyer OK. aux institutions ou à la SCHL. OK. Donc, on s'assoit avec l'analyste, on regarde un peu quand on est en ligne. Lui monte le dossier, il nous le renvoie pour approbation. Tout ça, on regarde pour s'assurer que tout a été bien fait. Là. Puis, des fois, on rajoute des petites notes, des choses comme ça. Mais, somme toute, il fait vraiment l'analyse du dossier puis il monte le dossier pour les banques. Une fois que le courtier l'a entre ses mains par la suite, il rentre dans le dossier, il repasse. On regarde un peu où on s'enligne avec ça. On reparle avec le client. On regarde l'objectif du client, mais au moins tous les documents sont mis ensemble, sont rassemblés, tous les commentaires sont mis, et nous, on rajoute simplement le bout où c'est plus piqué, plus touché un petit peu. Fait que s'il y a des enjeux de dossier, ben là, c'est nous, le courtier qui va rentrer, il va regarder sa brochure, il va dire, OK, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Là, on va venir mitiger ces risques-là pour venir aider notre C'est brochure. nous qui de montre financement. les proformas, les taux de qualification, toutes ces choses. Toute la stratégie, c'est nous. Ouais. C'est ça. Fait qu'on est, puis on est 5 courtiers aussi. Fait que dans le fond, il y a 2 adjoints, un analyste, 5 courtiers. OK. Notre équipe se divise vraiment plus en mode. Moi et Vincent, on fait beaucoup les gros projets, tout ce qui est construction neuve, 5 millions et plus. C'est pas mal moi et Vincent qui s'en occupe. OK. On a nos courtiers aussi, comme Philippe, qui s'occupe aussi construction de plus petite envergure, en dessous de 5 millions. Marjolie et Alexa aussi qui font. Mes courtiers sont capables de tout faire. OK. C'est ça qui est le fun. C'est que tout le monde est polyvalent dans l'équipe, mais il y a des gens qui aiment mieux se concentrer dans peut-être différentes braquettes. Différents Marjolie types de fait produits, là. plus du repositionnement, plus au niveau des prêts alternatifs, des bridges, des choses comme ça. Alexa fait de la construction, aussi du prêt multi. Elle fait de la grosse construction aussi, Alexa. Alexa était à CHL avant, là. Elle a fait 7 ans à CHL. OK. Donc, ça donne un bon coup de main aussi. Elle est à Gatineau. Était analyste, je dis souscripteur à la CHL? Non, elle n'était pas souscripteur, OK. elle était haut placée à la CHL. Elle était en gestion de risque à la CHL. Donc, elle a vu OK. un peu tout le côté, comment la gestion de risque est analysée Ouais. par rapport à tout ça pour les gros Un bel atout emprunteurs. pour votre équipe, ça. Ah ouais. Ah, c'est bon. c'est Vraiment, bon. non, mais c'est juste, ça nous explique un peu comment bien présenter un dossier pour que le souscripteur Exact. le voit puis qu'il comprenne un peu les enjeux qu'il fait face puis comment qu'on peut mitiger ces enjeux-là. Si on peut mitiger les enjeux, parce qu'il y a certains moments, on peut pas mitiger les enjeux. Tu sais, s'il y a des retards sur les impôts ou il y a un paiement d'hypothèque qui a sauté, des choses comme ça, on peut venir mitiger, mais c'est des choses qui sont très graves. Mais quand on a des facteurs qui viennent affecter un peu le dossier, on est capable de venir dire, regarde, voici la force de l'emprunteur, voici ce qu'on peut amener pour venir reconnaître un dossier plus solide. Ça, c'est une belle force, justement, de faire affaire avec des courtiers hypothécaires comme vous autres. C'est que vous fightez le dossier, vous le comprenez, vous êtes capable de l'expliquer. Exact. Puis parce que moi, mettons que je m'improvise courtier hypothécaire demain matin, je monte mon petit dossier, puis
d'aller expliquer tous les détails de mon dossier. Vous prenez ça en charge. Là. Exact. Des fois, c'est juste de reprendre un message puis de bien le présenter. La SHL, on sait comment la SHL va regarder le dossier, qu'est-ce qu'ils vont analyser, qu'est-ce qu'ils vont accrocher, qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont pas aimer de l'immeuble. Donc après ça, c'est juste de bien le présenter pour. Des fois, il y a des choses qu'on sait que la SHL va moins bien aimer, mais c'est de l'expliquer, puis d'apporter des pressions là-dessus, puis pourquoi ça fait du sens. Donc je pense que c'est vraiment important. Je pense que le mot d'ordre de ce podcast-là, ça va être les virgules, mais les virgules sont importantes. Les virgules. 3 virgules dans un dossier. Ah, un dossier incroyable, incroyable. De la manière que tu peux véhiculer ton message, de la manière que tu vas présenter ton dossier. Okay. Tu as des points forts, mettons que tu présentes pas, tu présentes ton dossier pourrait être refusé ou pourrait être coupé, mais mets-les de l'avant tes points forts, explique-les tes points forts. Ben oui, les souscripteurs, c'est des analystes, ils analysent le dossier. Eux, ils veulent voir, c'est OK, mais tu me présentes juste du négatif, mais as-tu des points forts? Il faut les mettre en avant, là. C'est important. Fait que ça m'amènerait à ma question que je pose tout le temps aux gens. C'est bon, dans la vie, mettons, un mécanicien, ça a un coffre à outils, puis il y a tout le temps son fameux outil qu'il utilise tout le temps pour tout défaire les bottes qui sont strippés. Bon. Dans l'investissement, c'est un peu la même chose. Si vous avez un coffre à outils, ça serait quoi le meilleur outil pour un investisseur à avoir dans son coffre? Je connais pas tout. Je connais tout le monde qui connaît tout. Donc, ça, c'est venu changer ma carrière au complet, de A à Z. C'est de s'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est hyper important. Avant d'entrer en transaction, avant de construire ton immeuble, entoure-toi des bons architectes, des bons urbanistes, des bons évaluateurs, tous les professionnels qui t'aillent proches de toi pour mener à terme le projet. Parce que si tu commences ton projet puis que tu cherches des personnes, puis ça risque de moins bien aller. Là. C'est vrai que les gens que j'ai vus le plus aller loin ou réussir, c'est des gens qui ont su bien s'entourer. Exact. Puis de mettre leurs forces où ce qu'ils sont. Puis si t'es pas bon dans quelque chose, c'est correct aussi. Là. Exact. Mais mets la personne à la bonne place qui va t'amener justement un urbaniste. Tu sais, un urbaniste, y a-tu quelque chose de plus compliqué que lire un règlement d'urbanisme? C'est tellement important. Là, ben oui, c'est ça. C'est vraiment une formation en soi. Là. C'est un art, c'est vraiment un art. Puis, on présentait un dossier au CCU justement, puis on a été chanceux, on s'est fait challenger sur le type d'arbre qu'on avait sur notre terrain. OK, C'était la seule challenge. Mais il y a des dossiers qui sont plus corsés, plus difficiles. Les taxes aussi. Sur l'infrastructure, sur les immeubles. Il y a un paquet de choses. T'sais, nous, on était chanceux, on était censés en avoir, on n'en a pas eu. On a négocié, mais c'est important. J'en le dis encore, c'est des virgules, là, mais tabarouette, man, une virgule, ça peut changer tout. Là. C'est ça. C'est vraiment le mot d'ordre. C'est les virgules. Vraiment, aujourd'hui. Parce que depuis ça fait 5 ans là, qu'on est en business. Puis je vous le dis, là, les choses qu'on a vues les plus problématiques, c'était tout le temps des affaires qui étaient banales au début, mais qui finissent par te péter d'en face. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut s'attarder aux détails, on n'a pas le choix. Ouais. Puis, si on veut vous rejoindre, vous retrouver, c'est où qu'on vous retrouve en règle générale? Oui, ben, vous pouvez communiquer avec Équipe Mathias Haché, mathias.haché@pmml.ca. On est disponible aussi pmml.tv. Moi, Vince, on a fait plein de vidéos. Ouais, c'est ça, j'allais te parler. Explicatifs aussi, podcast. Comment ça s'appelle ton émission? Préinvestir, oui. Yes. Préinvestir, ça a été un des premiers podcasts qu'on a mis en ligne avec PMML. Tu connais Patrice? Patrice, il dit, on commence un podcast. OK, parfait. Quand? Maintenant? Oh, hier, OK. Non, c'est hier. C'est hier. Il dit, parfait. Il dit, là. Ouais. Oui, la caméra est là. OK, parfait. Là, tu t'installes comme OK. Ça a été ça. Ça a été le début de préinvestir. Sortir de sa zone de confort. Ah ouais, ça c'est fait. Mais ouais, puis Vince, tu peux donner un peu tes infos aussi. Vincent.lavoie@commercialpmml.ca. L'équipe de Mathias, ça va tout à la même place de toute façon. Donc, excellent. Puis il y a Instagram aussi, j'imagine. Facebook, Instagram, LinkedIn. Ouais. C'est ça. Puis aujourd'hui, Vincent, tu constates-tu que tu as sorti ta zone de confort? Oui. On n'aurait pas en parler. Ça aussi, sortir de sa zone de confort puis être confortable dans l'inconfort. C'est important. Oui, exactement. C'est là qu'on grandit le plus. Ouais. Good. Ben, merci les gars. Ça complète pas mal le podcast d'aujourd'hui. Vraiment la belle valeur que vous avez ajoutée à tous les gens qui nous écoutent. On voit vraiment que vous avez une belle connaissance de votre domaine. Vous êtes des professionnels, puis on peut définitivement se fier sur vous autres pour avancer plus dans nos projets. C'est vraiment cool. Merci beaucoup, Sam. Un gros merci de l'invitation, Sam. Good. Puis si vous avez aimé ça, j'allais dire, inscrivez-vous. C'est quoi déjà? Non, c'est abonnez-vous, c'est ça. Non, c'est parce que dans mes autres émissions, je disais tout le temps inscrivez-vous, mais j'ai l'air du gars qui a 60. Anyway, whatever.
abonnez-vous au podcast La Pointe de l'immobilier sur pmml.tv. Il y a Balado aussi qu'on peut retrouver. Et puis, je vais faire sortir plein de petits reels de ça. Il y a plein de golden nuggets qui vont sortir de cet épisode-là. Fait à bientôt.